l'enregistrement. Alors, on commence, Claude. Je partage mon écran. Allons-y. Parce que notre temps est compté. C'est ça. Comme on disait aujourd'hui, tantôt, c'est une présentation pour faire le lien entre les ressources éducatives libres et le temps. C'est une nouvelle thématique pour nous, puis ça nous a stressé dans notre temps de devoir y arriver. On a fait beaucoup de liens avec ça. Alors, je vais partager mon écran pour qu'on commence ça ensemble. Tout le long de la présentation, dans le fond, gênez-vous pas pour interagir dans le clavardage si vous avez des questions, des commentaires. On est toujours très content d'entendre les questions des gens et puis d'interagir avec vous. Donc, on va partager la présentation. Je vais commencer par ça. J'ai mis dans le clavardage le lien vers la programmation de l'éducation ouverte. Merci beaucoup. Alors, oui, dans le fond, l'activité d'aujourd'hui s'insère dans le mois de l'éducation ouverte qui est relié Marie-Lou, on ne voit pas la présentation en gros, on voit... Oui. Là, la voyez-vous comme il Oui. faut? Oui, parfait. Merci. Alors, j'allais dire donc, c'est ça. La présentation d'aujourd'hui s'insère dans le mois de l'éducation ouverte, qui est un événement qu'on a finalement co-créé à plusieurs établissements. On a décidé d'ouvrir nos présentations, nos webinaires à l'ensemble des gens intéressés. Donc, si ça vous intéresse d'aller voir pour les autres activités, bien, on vous encourage à le faire. Ça sera tout le mois de mars. Puis ça s'insère, c'est ça, durant la semaine de l'éducation ouverte internationale, mais nous, au Québec et dans tout le Canada francophone, on a décidé d'élargir ça à tout le mois. Alors, avant de poursuivre, je voulais avoir votre première intuition par rapport au mot « temps ». Alors, simplement dans le clavardage, rapido, là, sans passer trop de temps là-dessus, c'est quoi le premier mot qui vous vient en tête quand vous pensez à la notion du temps? Est-ce que c'est stressant? Est-ce que c'est un défi? Alors, n'hésitez pas à nous partager ça dans le clavardage. On va regarder ça ensemble. Alors, trop rapide, stressant, il en manque. On a besoin d'économiser notre temps. C'est une gestion, délai, manquant. C'est tous des mots qui me rejoignent effectivement. Alors, puis pourquoi nous avons choisi de traiter des ressources éducatives libres et du temps, c'est que c'est souvent un prétexte qu'on nous donne. La raison, là, on ne cherche pas à imposer une vérité aujourd'hui, c'est vraiment en mode réflexif. Alors, la question du temps, souvent les gens vont nous dire « Ah, Marie-Lou, les ressources éducatives libres, c'est un concept que je trouve intéressant, mais je manque de temps pour le comprendre, l'aborder en profondeur. » Alors, on va regarder ça ensemble aujourd'hui, la table des matières pour la présentation. D'abord, on va regarder, ben, c'est quoi les ressources éducatives libres pour ceux qui le savent moins, alors pour s'entendre sur c'est quoi, et l'éducation ouverte aussi. Ensuite, on va passer au mode de réflexion sur les REL et le temps, puis on va terminer avec un témoignage de deux personnes créatrices de REL avec nous. Donc, l'éducation ouverte et les REL. Alors, c'est quoi d'abord l'éducation ouverte et les ressources éducatives libres? Donc, bien, je dis souvent que l'éducation ouverte est là pour nous aider à comprendre le pourquoi. Alors, l'éducation ouverte, ça vise à éliminer les barrières à l'apprentissage par deux moyens, dans le fond, les ressources éducatives libres, qui est comme le quoi, et la pédagogie ouverte, qui est très liée finalement à la pédagogie aussi inclusive, qui nous dit le comment finalement y arriver. Les ressources éducatives libres, mais c'est vraiment, dans le fond, les matériels d'enseignement, d'apprentissage ou de recherche appartenant au domaine public ou publiés avec une licence de propriété intellectuelle permettant leur utilisation, adaptation et distribution à titre qui nous est fourni par l'UNESCO parce que, oui, le projet des ressources éducatives libres est une recommandation de l'UNESCO
importante, dans le fond, pour qu'on arrive à ce que la qualité des savoirs soit partagée à l'ensemble de l'humanité. Oui, ça demande du temps de faire ce passage-là en mode éducation ouverte. Souvent, dans la littérature scientifique, on va voir qu'il y a quand même une complexité à travers tout ça, comprendre les subtilités de l'éducation ouverte, mais quand on finit par comprendre l'importance de tout ça, on voit que ça passe vite à l'action ensuite pour devenir un co-créateur ou créateur de réel, comme on dit. Alors, puis la pédagogie ouverte, mais c'est toute la question, dans le fond, des pratiques d'enseignement ouvertes. Par exemple, l'idée d'inclure ces étudiants à co-créer le cours avec vous si vous êtes enseignant. Puis de travailler à construire les ressources éducatives libres avec l'ensemble des parties prenantes, bibliothécaires, conseillers, conseillères pédagogiques, étudiants, étudiantes. Donc, vraiment, on rentre en mode co-création des savoirs, en mode pédagogie ouverte. Ressources pouvant être une REL. Alors, on en a vraiment de toutes les sortes, alors que ce soit vidéo, images, musique, des outils d'évaluation, des logiciels aussi, des manuels, ce qu'on va voir aussi beaucoup. Mais ça peut être tout autre texte. Là, ma présentation est une REL en soi. Donc, une simple présentation peut être une REL, des scénarios d'activités d'apprentissage, etc. Ben, pour vous montrer des exemples inspirants, on a l'histoire ici de la Colombie-Britannique qui, eux, ont commencé leur virage éducation ouverte un peu plus avant nous, là, dès les années 2000. Ils ont commencé à réfléchir à c'est quoi l'éducation ouverte. Puis les étudiants ont beaucoup contesté les coûts qui étaient une barrière élevée pour eux là, à des manuels, des textbooks. Du côté anglophone, ils utilisent beaucoup les textbooks. Alors, il y avait de la difficulté à pouvoir les acheter, donc il n'y avait pas accès au savoir facilement. Alors, le ministère là, de la Colombie-Britannique a décidé d'investir un projet ambitieux. Au départ, ils voulaient créer 40 textbooks en 2 ans et puis ils sont parvenus, puis leur collection ne cesse de grandir. Puis grâce à vraiment l'esprit de collaboration, tous les acteurs se sont impliqués pour arriver à pouvoir passer en mode éducation ouverte et réelle aujourd'hui. Mais en 2022, c'est 380 manuels libres qui ont créé, qui sont en anglais et qui sont accessibles à l'ensemble de l'humanité pour être traduits, adaptés, faire rouler finalement les savoirs. Puis c'est plus de 32 millions d'économies pour les étudiants de la Colombie-Britannique. Alors, rapidement, ben, il y a l'éducation ouverte s'insère aussi dans le mouvement de la science ouverte, alors qui implique finalement, c'est de voir les ressources éducatives libres comme une communication savante, un article scientifique qui est pas vulgarisé et pas accessible à tous en termes de langage. C'est pas tout le monde qui est capable de comprendre le langage scientifique. Alors, d'où l'importance des ressources éducatives libres pour faire comprendre les savoirs scientifiques. Donc, on passe vraiment en mode de co-création des savoirs. On passe à la notion des valeurs aussi. On va parler beaucoup du sens du bien commun. Puis, ça m'amène à parler du temps collectif aussi. On parle beaucoup du temps individuel. Ça nous demande du temps de construire nos cours, nos ressources éducatives. Mais analysons-le sur un temps collectif maintenant. Si je vous disais, par exemple, que la nourriture que vous préparez pour votre famille, si vous aviez le pouvoir de la partager à l'infini à tous ceux qui ont faim, sans que ça vous coûte plus cher en temps et en argent. Vous me diriez, mais wow, Marie-Lou, quel pouvoir incroyable! Mais c'est ça, j'aimerais vous faire réaliser que dans le fond, vous avez ce pouvoir-là entre vos mains concernant les savoirs que vous possédez. Alors, puis j'ai un exemple ici de quand j'étais à l'Université de Montréal, on a travaillé à créer un MOOC avec mon collègue Pascal Martinoli. Puis dans le fond, c'était ses savoirs à lui pour un cours qu'il donnait à 20 étudiants. Puis, on l'a transformé en MOOC. Puis, en une session, c'est 411 étudiants de 40 pays qui ont pu accéder à ces savoirs-là. Puis, en termes sans que ça nous demande plus de temps et d'énergie. Puis, le cours en présentiel est toujours resté aussi populaire et la notoriété de Pascal aussi n'a pas cessé d'augmenter. Alors,
voilà quelque chose de beaucoup plus efficace. Donc, l'éducation ouverte, vous le comprendrez, s'insère dans le mouvement du tout le développement durable. Il vise à atteindre les objectifs de développement durable de l'ONU, dont le 4e objectif qui vise une éducation de qualité pour tous. On veut passer en mode de cesser l'information jetable, de plutôt ne pas réinventer la roue, partir des savoirs existants. Puis, c'est comme ça aussi qu'on peut sauver du temps. Alors, au lieu de créer de zéro à chaque fois, en partant de ce qui existe, puis en le bonifiant, on fait rouler la roue des savoirs. Puis, dans le fond, c'est de passer d'une productivité individuelle à une productivité beaucoup plus collective. On devient finalement tous des acteurs, des alliés dans la construction des savoirs pour l'ensemble de l'humanité. Ici, rapidement, les licences Creative Commons vont être beaucoup utilisées dans le monde des réels. Alors, on va parler des 4 premières licences. Dans le fond, l'important à retenir, c'est la notion de modifiable. Alors, pour qu'une ressource éducative puisse être réutilisée et adaptée par quelqu'un d'autre, il faut leur donner cette permission-là. Donc, les licences Creative Commons nous permettent de faire ça en utilisant les 4 premières. Les 2 dernières, on va parler plus de libre accès. On va les utiliser aussi, mais simplement par la réutilisation, non la modification. Un exemple ici d'un manuel libre qui a été fait là, par une professeure ici à l'Université Laval, écophysiologie évolutive, qui a été fait avec le logiciel Pressbooks. Alors, c'est un des projets, entre autres, qui a été fait avec l'accompagnement de la Fabrique réelle, dont on va vous parler un petit peu plus tard aussi. Un exemple ici de partage à relais, une histoire de réel, donc pour vous montrer à quel point on peut faire voyager les savoirs puis les transformer quand on est dans le monde des réels. Donc, on part d'une première réelle originale qu'on va adapter, puis légèrement adapter pour ensuite carrément en faire une nouvelle infographie. Donc, c'est vraiment ça l'idée des réels, c'est de faciliter finalement la co-création des savoirs à plusieurs. Alors, Claude, je te passe le flambeau pour commencer la réflexion sur les réels et le temps. Je ne t'entends pas, Claude, ton micro. Merci Marie-Lou. Juste pour ton information, il y a quelqu'un qui a demandé le lien vers la présentation. Là, je l'ai fait un lien Dropbox rapide Parfait. parce qu'on a manqué de temps pour faire un lien permanent, hein. Bon, Oui. on n'arrête pas de parler de temps aujourd'hui. Oui, donc, les options pour une personne enseignante sont un petit peu résumées ici dans l'utilisation du matériel, hein. Souvent, quand on arrive dans un cours, bon, les chargés de cours, nouveaux profs, etc., on va réutiliser ou adapter des notes de cours existantes. Si la personne qui a donné le cours avant nous, si le cours existait, évidemment, si la personne qui a donné le cours avant nous accepte de nous les refiler, parce que ce n'est pas toujours le cas. Ou encore en B, on va rédiger nos notes nos notes, par exemple, nos propres notes de cours ou des ressources du matériel éducatif. Sinon, en C, on va peut-être utiliser un manuel déjà publié, ce qui, oui, peut faire sauver beaucoup de temps, mais il y a des avantages aussi. Des fois, ce n'est pas tout à fait adapté. Et finalement, après quelques années, après quelques sessions, souvent plutôt après quelques années, là, on a développé nos notes de cours, on a pas mal de matériel. On se dit, ah, il faudrait bien que je publie un livre, des fois en fin de carrière, par exemple. Bon, alors, c'est la plupart du temps les stratégies qui sont utilisées. Marie-Lou, peut-être tu peux partir le sondage. On pourrait voir comment se situent les gens. Il y a quand même une vingtaine de personnes avec nous. On peut peut-être avoir une couple de statistiques. Euh, voilà. Oui. Ce sont les mêmes choix que je viens de refiler. Si vous êtes une personne enseignante ou avez déjà enseigné, peut-être préciser de façon générale ce que vous utilisiez ou ce que vous utilisez. On va se donner une dizaine de secondes encore. Puis si vous voyez, ben, il y a une deuxième question, hein, c'est pensez-vous un jour faire de l'argent avec votre matériel pédagogique?
si vous, si vous en publiez. Moi, je pense que j'ai mal rentré les deux questions se sont affichées en même temps. C'est pas grave. Oui, merci Ah, Julie c'est pour bon. votre Ah, commentaire. je pense Mais ça qu'on peut se être donne, dans un autre rôle aussi, dans un rôle de. on se donne trois secondes. 3, 2, 1, puis on va publier les résultats. Alors voilà. Donc, on voit que les gens réutilisent des notes de cours en majorité, hein, donc 13 sur 18. Il y a plusieurs qui rédigent des notes de cours. C'est quand même, ouais, c'est pas surprenant, hein. Ce sont les deux choix les plus peut-être réguliers. Utiliser un manuel publié, c'est à peu près un petit peu près du quart, près du quart. Et puis, rédiger mon propre manuel, ben, il y a une seule personne qui a dit qu'il le faisait. Donc, c'est quand même assez rare hein, quand on se rend jusque-là, parce que c'est des efforts, on le sait. Et puis, du côté de la deuxième question, si on pense faire de l'argent un jour, il y a deux personnes qui ont dit peut-être. Alors, il y a deux personnes optimistes. C'est bien. C'est bien. Merci. Alors, ça nous donne une idée, si on peut revenir à notre contenu, Marie-Lou. Oui, excuse-moi. Sur la façon dont on utilise le matériel. Euh, donc, c'est les options, on en parle parce que, évidemment, l'utilisation le développer son matériel arrive à un certain moment dans un parcours d'enseignement de façon plus spécifique. On pense justement au moment de la rédaction d'un manuel souvent après quelques années de carrière. Puis l'utilisation d'un manuel, ben, on peut se poser la question, est-ce qu'on utilise un manuel publié ou un manuel édité chez un éditeur ou une ressource éducative? Alors, on va aller à la prochaine. Merci. Alors, je présente ce parcours-là, qui est un parcours, le parcours de création de la Fabrique réelle qui est, en fait, je le place en guise d'exemple. Évidemment, moi, je suis lié à la Fabrique réelle. Marie-Lou aussi, et moi, je suis là presque à plein temps, enfin, trois quarts de mon temps. Donc, à la Fabrique réelle, on accompagne la création de ressources. Puis le parcours, ben, c'est un parcours, pour les personnes qui connaissent, on a des personnes conseillères pédagogiques avec nous aujourd'hui, qui ça ressemble à un parcours ADI, un DDIE, qui est un peu modifié, entre autres, là, par l'ajout de la phase 2, la recherche des REL. C'est pas quelque chose qui, dans ADI, est très, très important, mais il est vraiment en évidence dans le parcours de création de la Fabrique réelle. Alors, pour les personnes qui veulent aller le voir, je l'ai mis le lien dans le chat. Prochaine. Oui, oui, avant de passer à la prochaine, si tu veux revenir, il y a une sollicitation qui est encore en cours. Il reste pas beaucoup de temps. À chaque année, il y a une sollicitation pour des projets. Il y a des budgets là, entre 5 et 15 000 pour accompagner qui sont attribués à des. C'est un concours, donc il y a un jury. C'est pas automatique, mais il y a quand même un peu d'argent qui est disponible pour encourager le développement de ressources éducatives. Bon, alors, si vous ne le saviez pas, il reste quelques jours pour préparer une demande donc d'ici au 11. Euh, donc, à partir de ce parcours-là, des étapes, c'est les étapes qu'on reprend ici. Alors, est-ce qu'une REL prend plus de temps à créer qu'une ressource éducative standard? Puis là, on prend l'exemple du manuel parce que c'est un petit peu plus facile pour la comparaison. Si on publie un manuel chez un éditeur versus si on crée une REL soi-même. Puis regardez la petite colonne en rose dans le milieu, là, c'est ça qu'on va regarder de façon plus précise, sans s'attarder de façon très, très détaillée. Bon, quand on analyse les besoins, ben, c'est à peu près égal, hein. C'est sûr que l'éditeur va nous demander, ouais, mais mon livre, est-ce qu'il y a des gens qui vont l'acheter? Parce que moi, je veux rentrer dans mon argent, je suis investi dans toi. Alors, alors que du côté de quand on crée une REL soi-même, ben, on regarde est-ce que mon besoin, est-ce que j'ai beaucoup d'étudiants, est-ce que mes collègues vont peut-être utiliser la ressource que je dois développer dans un premier temps, ou est-ce que ça peut être bénéfique à l'ensemble des enseignants de mon domaine? Alors, les questions sont un petit peu différentes, mais le temps est à peu près égal. Du côté de la recherche, ben, c'est sûr que là, on met l'accent, je le disais tout à l'heure, du côté des ressources éducatives libres parce que on essaie de récupérer du matériel préexistant. Du côté, lorsqu'on publie chez un éditeur, ben, on va privilégier plutôt notre matériel original. Ben, ça arrive des fois qu'on va emprunter des choses, puis là, peut-être qu'on va avoir un peu d'aide à la libération des droits, mais de façon générale, c'est sûr que l'étape de recherche prend plus de temps quand on crée soi-même. Euh,
La conception, c'est à peu près pareil. Évidemment, on est tous soucieux d'avoir une bonne structure de notre manuel, de faire une bonne scénarisation d'activités si on en ajoute. Parce que maintenant, il y a les manuels, c'est pas juste du texte, il y a aussi des activités intégrées, autant chez les éditeurs que du côté des REL. Du côté du développement, ben là, on gagne du côté des REL parce que, étant donné qu'on récupère du matériel, bien évidemment, on n'a pas à recréer, là. On va peut-être adapter. C'est sûr qu'adapter, ça prend aussi du temps, mais en général, pas mal moins que de recréer le matériel au complet. Du côté de la validation, maintenant, c'est à peu près pareil. On est soucieux d'une bonne qualité, encore une fois. Souvent, les éditeurs vont offrir des services de révision linguistique, accompagner un peu la lecture, faire la lecture même. Du côté des REL, on doit passer à travers cette étape-là. Puis la dernière étape, vous voyez, ben, c'est sûr que du côté des éditeurs, on est un peu plus organisé, c'est standard, on a un réseau de distribution, tout ça, une plateforme de vente. Du côté des REL, ben, pas encore tout à fait au point. On l'avoue, là, on est là-dedans, Marie-Lou et moi. Les plateformes de dépôt, c'est pas encore au point au Québec. On n'a pas de plateforme québécoise, etc. On travaille à mettre en place des solutions. Quand je dis on, c'est pas moi, là, mais c'est plein d'autres gens à part moi. Mais il y a encore une difficulté de ce côté-là. Donc, il faut faire du travail soi-même et trouver des solutions. Alors, on peut passer à la suivante. Du côté de la relation entre le temps et l'argent, on dit le temps, c'est l'argent, mais ouais, on va regarder pour les personnes enseignantes versus les personnes étudiantes, puis la communauté des personnes enseignantes maintenant. Alors, on a posé la question, pensez-vous faire un jour avec le matériel? Ben, il y en a juste, il y a deux optimistes, comme on disait tout à l'heure. C'est sûr que du côté du financement, si on obtient un financement institutionnel, parce qu'il y en a dans les universités, par exemple, il y en a à la Fabrique Réelle, on l'a vu, si on fait affaire avec un éditeur, ben, il va nous fournir, il va nous avancer de l'argent, en fait, puis du personnel. Hein, c'est un petit peu ça, en réalité. Mais c'est sûr que ça vient avec parfois un partage de revenus. C'est pas tout à fait gratuit, c'est ça. Évidemment, l'éditeur va se prendre une bonne cote. Hein. C'est là, c'est pas, c'est pas pour rien qu'il y a seulement deux personnes qui pensent faire de l'argent. C'est parce qu'il en reste plus beaucoup à la fin quand on se voit. Je sais, j'ai déjà publié. Le chèque n'est pas gros, faut le dire. Surtout au Québec. Peut-être aux États-Unis en anglais, peut-être, mais ici au Québec, c'est ouh. Alors, le revenu potentiel, à moins d'une diffusion à échelle internationale, là, on disait chez peut-être un grand éditeur en anglais diffusé partout dans le monde. Peut-être du côté francophone parfois quand il y a un sujet vraiment d'intérêt majeur, mais autrement, c'est plutôt rare. Alors, oui, les éditeurs font un retour, vont revenir dans leur argent, mais souvent après quelques années, là, si le manuel est utilisé dans plusieurs cours, dans un cours obligatoire sur plusieurs années avec beaucoup d'étudiants. Est-ce qu'il y a d'autres retombées? Oui, hein, évidemment, là, il y a une certaine reconnaissance quand on publie un ouvrage ou des notes de cours, mais souvent, c'est plus un manuel. Le fait que, bon, notre nom s'affiche sur un document, des fois, on est éditeur aussi. Bon, il y a une certaine reconnaissance professionnelle de ce côté-là. On peut devenir une certaine autorité en la matière quand on publie. C'est souvent par là que ça passe. Puis aussi, il ne faut pas négliger le fait que quand on rédige un ouvrage, avec, par exemple, une personne conseillère pédagogique ou plusieurs personnes, des fois en équipe, c'est le cas à la Fabrique Réelle, ben, c'est comme une formation accélérée en pédagogie parce que on n'est pas rédacteur de manuel. On n'est pas non plus pédagogue, on le sait, à l'université, ce n'est pas une exigence. Donc, quand on crée avec une équipe de gens spécialisés, bien, il y a beaucoup d'apprentissages qui se font de ce côté-là. Alors, ce n'est pas à négliger de ce côté-là. Peut-être un petit peu moins le cas du côté des éditeurs, si on continue la comparaison. Du côté des personnes étudiantes maintenant, argent, qu'est-ce qu'on peut considérer? Bon, Marie-Lou a présenté tantôt justement les statistiques de BC Campus. Là. Il y a quelques statistiques très précises ici. Puis il y a eCampus Ontario aussi qui a sorti des statistiques. Bon, au bout du compte, pour la personne étudiante, il y a des économies substantielles. Bon, là, c'est calculé sur certaines années. Il n'y a pas des ressources dans tous les domaines. C'est des calculs très globaux, tout ça. Évidemment, on parle de millions après quelques années pour l'ensemble des étudiants d'une province. Puis pour une personne étudiante spécifique, ben, il y a quelques dizaines de dollars, des fois quelques centaines de dollars. Puis c'est pas négligeable parce il y a beaucoup de publications du côté des États-Unis, surtout où on sait les différences
de classe sont très, très importantes. C'est la différence entre pouvoir aller à l'école ou pas, on parle d'éducation supérieure ici, ou pas pantoute. Alors, il y a vraiment c'est vraiment une variable très importante pour les personnes étudiantes. Et d'ailleurs, lors du colloque de l'ACFAS que la Fabriquerel a organisé l'année passée, il y a des personnes du collégial qui sont venues témoigner du fait que pour elles, tous les cours obligatoires de base devraient être créés à partir de ressources éducatives libres. Il devrait y avoir des ressources éducatives libres pour tous ces cours-là. Alors, les étudiants sont du côté des ressources éducatives libres. Il y a la question de l'accès au matériel, évidemment, aussi. Il n'y a pas de barrière, hein. C'est souvent, dans les matériels à éditer, il y a une partie gratuite et une partie payante. Alors, il n'y en a pas du côté du matériel, des ressources éducatives libres. Évidemment, une question, c'est l'accès au manuel en français. C'est un problème au Québec. On sait, on est en minorité. Il y a beaucoup de manuels qui sont en anglais dans les spécialités. Et c'est quand même une difficulté pour les étudiants qui sont moins habiles en anglais. Et le fait que, évidemment, si on publie au Québec, ben, c'est plus près de la réalité du Québec, évidemment. La question de la mise à jour aussi, hein, pour une personne enseignante, être capable de mettre à jour le matériel, c'est pas négligeable. On est habitué maintenant avec nos environnements numériques d'apprentissage de le faire directement, mais c'est pas nécessairement un manuel, un environnement numérique d'apprentissage. Dans les manuels, des fois, on utilise des manuels qui sont publiés depuis 10 ans, 5 ans, etc. On ne peut pas les modifier, là. Il faut modifier soi-même à l'intérieur du cours, dire, ah, il faut corriger tel aspect, ça a changé depuis. Et puis, du côté, oh, je pensais qu'il n'y avait pas une autre diapo avant. Oui, oui, bizarre, elle a disparu. En tout cas, c'était la communauté des personnes enseignantes. En tout cas, Ça écoute, fiche pas. c'est bizarre, elle ne s'affiche pas, peut-être qu'elle a été masquée. Euh, ce que je dis du côté de la communauté enseignante, c'est-à-dire les autres personnes enseignantes, évidemment, s'il y a une accessibilité au matériel dans leur cours, ben, on va l'utiliser, bien sûr. Pour ce qui est du temps versus la qualité, c'est sûr que là, ici, j'ai mis une couple d'échelles d'outils qui servent à évaluer la qualité des ressources éducatives libres. On pourrait les mettre dans le chat si vous voulez. C'est des outils qui servent donc à déterminer la qualité, puis souvent, ben, vous voyez, pertinence, actualité, richesse, c'est à peu près les critères qu'on voit le plus souvent. De façon générale, évidemment, si on travaille en équipe, je le disais tout à l'heure, si on fait du co-design à plusieurs personnes, la qualité risque d'un peu augmenter. Tu vas aller à la suivante, Marie-Lou. Mais bien sûr, ça va un peu avec le temps. Ça prend du temps à faire quelque chose de qualité. Et là, vous voyez les boucles de rétroaction. Là, si on prend le temps de faire de la recherche avant, ben, on va trouver des ressources qui vont nous servir. Ben, il faut prendre le temps de le faire. Ça ne se fait pas par magie, tout ça. Bon, il y a des outils qui se perfectionnent à chaque année, s'améliorent pour la recherche, mais ça prend quand même un peu de temps de le faire, puis d'identifier les bonnes ressources, puis, etc. Donc, des fois, il y a une coupe de cycle, il y a un cycle qui est une coupe de cycle à boucler ici. Puis, en même temps, pour la qualité. Évidemment, on veut avoir une ressource de qualité avant de publier un manuel, avant de publier un livre, des notes de cours, parce qu'une fois déposé du côté des REL, ben, on place ça sur un dépôt qui est accessible à tout le monde dans le monde. Alors, on ne veut pas publier n'importe quoi. Il faut prendre le temps de valider la révision linguistique, bien sûr, mais valider aussi avec les personnes étudiantes, valider avec des collègues pour s'assurer que ça a de l'allure. Par contre, on ne vise pas la perfection. On vise quelque chose qui soit potable. On vient de vivre quelque chose à justement une fin de parcours d'année à la Fabriquelle. C'est exactement ce qu'on dit. On veut quelque chose d'acceptable, potable, qu'on va déposer sur un site de dépôt permanent. Mais on sait que les règles, ben, elles vont être récupérées par d'autres personnes, elles vont être adaptées, modifiées, améliorées. Ça se peut qu'il reste quelques petits défauts, quelques petites coquilles. Ça se peut que ça ne colle pas à la réalité dans laquelle on veut utiliser la ressource. Mais ce n'est pas grave, on va l'adapter. On va en faire une nouvelle version. Donc, dans ce contexte-là, le rapport au temps, vous voyez, c'est un petit peu différent, là. Mais il faut quand même consacrer du temps à la validation pour assurer une certaine qualité. Prochaine diapo. Finalement, ben, on peut dire, du côté de la communauté enseignante, ben, c'est sûr que c'est moins long de créer, d'adapter que de recréer à partir de zéro, hein. Une ligne continue, on voyait des points.
Puis, c'est aussi moins cher de réutiliser que de recréer. Là, c'est une image, ça signifiait, Marie-Lou ne comprenait pas l'image, mais je ne sais pas s'il y en a qui ont cliqué, mais c'est un peu comme une auto, hein? Bon, c'est ça, on partage une auto, tout le monde, on partage une même raie, on partage, puis même on peut, non pas seulement partager, mais l'adapter à son contexte. Donc, il y a quand même des avantages intéressants de ce côté-là. Voilà Bon, pour... merci Claude. On va passer à la portion des témoignages. Dans le fond, qu'est-ce qu'en disent les personnes qui créent des réels? Alors, je vais juste arrêter mon partage. On va accueillir, dans le fond, Marie-Claire Bello, qui est professeure titulaire à la Faculté de droit à l'Université Laval, et Jean-François Proto, qui est conseiller en pédagogie universitaire à l'Université Laval. Alors, j'ai la chance de travailler avec ces deux merveilleuses personnes sur un beau projet de réel actuellement. Puis peut-être que Marie-Claire peut nous en glisser un petit mot de son projet. Mais avant qu'on débute la séance de questions-échanges, alors Marie-Claire, peut-être nous parler brièvement de ton projet. D'accord, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Alors, bonjour à tous et à toutes. C'est un plaisir d'être ici, c'est un honneur. Euh, Moi, je trouve que c'est moi qui ai la chance de travailler avec Jean-François et Marie-Lou. Alors, j'imagine que... Alors, on m'a posé 3 questions. Alors, je vous décris simplement ma règle de façon très, très générale. Moi, je m'intéresse à ce qu'on appelle les modes d'intervention en situation de conflit, c'est-à-dire tous les moyens offerts pour essayer de trouver des solutions à des conflits. Puis, en fait, je dis souvent que ma spécialité, c'est d'essayer d'éviter le procès. Alors, ce que j'aime, c'est tous les modes comme la négociation, la médiation, l'arbitrage. On appelle ça aussi de la justice participative. Puis, j'œuvre aussi en justice réparatrice, donc dans les domaines en matière pénale, pour essayer de trouver des alternatives, mais surtout des situations où les personnes peuvent trouver des solutions qui leur appartiennent en se fondant sur l'empowerment. Et j'ai fait beaucoup de recherches dans ce domaine-là. Et c'est par le biais là, d'une bibliothécaire qui s'appelle Maud Laplante-Dubé, qui est à l'Université Laval, avec qui j'ai échangé, que j'ai trouvé Marie-Lou. Alors, je me suis trouvée bien chanceuse. Alors, on m'a posé 3 questions. C'est Marie-Lou qui m'a posé 3 questions. Pourquoi as-tu décidé d'investir du temps à faire une REL? Ben, premièrement, pour moi, c'est un bénéfice formidable d'expertise multidisciplinaire, hein. Comme Claude vient de le mentionner, moi, je ne suis pas une pédagogue, je suis une prof de droit, puis la seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai été une bonne élève, puis je n'ai jamais arrêté d'étudier. C'est la seule particularité que j'ai. Alors, d'avoir la chance de travailler, j'ai la chance de travailler avec Jean-François depuis plusieurs années maintenant. Ça a commencé principalement au moment de la pandémie. Puis j'ai toujours trouvé qu'il m'a fait beaucoup avancer. Alors, le bonheur de pouvoir travailler avec une bibliothécaire spécialisée en enseignement libre, avec Marie-Lou, avec une bibliothécaire spécialisée en droit, Mélanie Perron, avec Jean-François Proto, vous allez entendre, avec un informaticien graphiste, mais aussi avec le Bureau des droits d'auteur. C'est formidable parce qu'on est bien entouré. Pour moi, j'ai trouvé que c'était très, très utile d'avoir une démarche en 6 étapes qui est éprouvée, qui permet de déterminer ce qu'il y a à faire. En ce moment, j'en suis à l'étape 3. J'ai la chance de faire 2 ateliers de sprint design, non seulement avec les membres de mon équipe, mais aussi avec des gens du milieu et du Calois et qui justice, les centres de justice de proximité, qui sont des organisations qui sont en première ligne de la justice pour essayer de voir comment on pourrait travailler. Puis, j'ai travaillé avec des personas euh, et je suis en train justement de rédiger une demande de subvention. Puis ces 2 exercices, ben, ça m'a permis de préciser la nature de mes propres objectifs, ce qui est très utile parce que ça me permet de clarifier ce que je veux faire. Pour moi, une chose importante de la REL, c'est le fait que le matériel, le contenu, les savoirs peuvent être modifiés de manière continue dans le temps. J'aime l'idée de quelque chose qui n'est pas parfait, Claude, qu'on améliore, qu'on change. J'utilise toujours l'image dans mes cours de Robert Lepage, où je dis, puis vous le savez sans doute, que si vous allez voir une pièce de Robert Lepage à 6 mois d'intervalle, ce ne sera pas exactement la même pièce parce qu'il est toujours en train de la travailler. Puis moi, je trouve que comme chercheur, je veux avoir le droit, non seulement le droit, mais
puis de penser autrement. Je dis toujours que je ne veux pas être la même personne aujourd'hui que dans 5 ans parce que je veux que ma réflexion ait évolué. Ben, une réelle, ça nous permet de faire ça. Puis pour moi, ça, c'est fondamental. Je trouve que le temps est bien investi puisqu'elle permet d'être accompagnée par des experts. Pour moi, c'est un véritable privilège, mais je dirais plus généralement, mon objet d'étude, c'est l'accès à la justice. Puis dans mon cas, c'est une véritable obsession. Alors, philosophiquement, c'est impératif que les connaissances sur l'accès à la justice soient accessibles librement et gratuitement, puisque c'est ça mon objectif. Puis plus égoïstement, je suis une curieuse. Alors, j'aime participer à des initiatives qui vont me permettre non seulement de partager mes savoirs, mais aussi d'en profiter en ayant accès à des connaissances gratuitement dans tous les domaines. Donc, pour moi, c'est tout à fait proche de mes valeurs profondes. Deuxième question. Que dirais-tu à une autre personne du corps professoral et enseignant qui hésite à faire des REL? Ben, moi, Marie-Lou, je commencerais par lui expliquer c'est quoi une REL parce qu'il n'y a personne qui sait ce que c'est. Il n'y a personne, c'est terrible. Alors, la première chose, c'est que c'est quelque chose dont tu vas falloir faire la promotion big time. Je lui ferai valoir les bénéfices que je viens de mentionner à propos de la dimension multidisciplinaire de la démarche éprouvée. Je l'interrogerai sur ses propres aspirations au sujet de la diffusion des connaissances qu'il ou qu'elle développe. Puis pour moi, il s'agit de ne plus écrire pour 12 personnes spécialisées dans mon domaine qui vont me lire, mais de participer plus activement directement à l'amélioration de l'accès à la justice en diffusant des connaissances gratuitement au plus grand nombre et de manière libre. Puis plus largement, je lui ferai valoir aussi que nos salaires et nos subventions de recherche sont payés par des fonds publics. Et donc, que nos impôts et ceux de nos concitoyens et concitoyennes. Donc, en conséquence, il est tout à fait normal que nos résultats de recherche circulent le plus largement possible. Nous sommes redevables à notre société parce que c'est un véritable privilège d'être un professeur à l'université. Laissez-moi vous dire que je ne donnerai pas ma place à personne et je la souhaiterais à tout le monde. Finalement, dernière question. Comment, bon, comme tu es plus en fin de carrière, c'est vrai, j'ai 29 ans à l'université, 61 ans d'âge. Que souhaites-tu pour l'évolution de ta REL dans le temps? Ben, je vais prendre la question plus largement, DRL dans le temps. Je souhaiterais que les modes de diffusion des REL soient intégrés aux subventions provinciales et fédérales. Le découpage qui divise la recherche de la formation nuit à la diffusion des connaissances. Puis je suis très heurtée je me suis heurtée cette semaine même là, à la malheureuse séparation en préparant ma demande de subvention, puisqu'il y a une distinction chez nous entre le vice-décanat à la recherche et à l'enseignement. Puis j'ai une merveilleuse conseillère à la recherche qui s'appelle Hélène Zimmermann, avec qui j'ai la chance de travailler depuis des années, puis qui est une personne qui est très au fait de tout, qui est très, très ouverte. Puis elle ne les connaissait pas. Puis là, je me suis dit, c'est terrible. Puis si on avait un peu plus de temps, je pourrais vous parler un petit peu plus là, des subventions de recherche, mais il y a comme un décalage, puisque pour pouvoir avoir des subventions de recherche, il faut publier dans les revues avec comité de lecture. Ces revues avec comité de lecture ne sont pas accessibles. Elles coûtent des fortunes. Elles sont soumises aux règles du capitalisme qui fait qu'on prend notre travail, entre guillemets, gratuit, mais payé par des fonds publics pour faire du profit. Et il y a un énorme problème. Alors, mon vœu, c'est que les organismes de recherche soient plus conscients de l'importance de l'éducation et de la recherche libre pour que tout cet argent investi revienne aux citoyens qui la payent. Alors, merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Marie-Claire, vraiment, là. Je trouve que tu as tellement les bons mots pour exprimer toute la beauté derrière les REL. Un grand merci pour le partage de ton expérience. Je pense que je ne suis pas la seule à avoir apprécié tes propos. Vraiment beaucoup. Et à toi, Marie-Lou, vraiment. Merci. Alors, on va passer à Jean-François. Je voulais avoir la perspective, parce que dans le monde des REL, ce qu'on aime aussi, c'est d'avoir différentes perspectives sur un même sujet. Alors, Jean-François, qui est conseiller en pédagogie universitaire, avec qui j'ai le plaisir de co-créer surtout les parties de conception, développement de REL. Alors, donc, Jean-François, j'avais envie de t'entendre sur 3 questions. Ma première, en tant qu'utilisateur et créateur de ressources éducatives, toi-même, dans le cadre de tes tâches, est-ce que tu serais porté à réutiliser des REL? Puis ça peut être oui ou non, puis pourquoi?
Ben, merci de l'invitation, Marie-Lou. Ta question, c'est drôle parce que c'est un drôle d'hasard aujourd'hui, parce que je rencontrais une professeure ce matin pour une refonte quand même assez majeure de son cours, là, dans lequel on va vraiment faire de développement de nouveaux matériels, puis on va refaire des choses. Et elle-même a apporté l'idée d'une des ressources qui est à la Fabrique Rel, qui est une capsule narrée là, qui existe déjà, qui est déjà parfaite dans le cadre de son cours, puis qu'elle a suggéré de réutiliser. Alors, c'est vraiment un drôle d'hasard ce matin d'avoir vécu ça concrètement juste avant de notre rencontre d'aujourd'hui. Donc, oui, évidemment, lorsque c'est approprié puis que c'est pertinent de réutiliser quelque chose qui existe déjà, qui dirait non? C'est sûr que c'est pertinent puis que c'est utile. Euh, mais sinon, moi, la seule petite, tu sais, petite bémol que j'aurais à dire par rapport à ça, peut-être des fois, c'est que, tu sais, bon, évidemment, quand on prend quelque chose qui est hors contexte et qu'on veut la remettre dans notre contexte, quelquefois, ça demande un peu un certain travail. Puis des fois, c'est plus de supposer, est-ce que c'est plus de travail de réajuster que de repartir à zéro? Fait que Mm. dans quelques situations, c'est vrai que déjà, c'est très pertinent et on réutilise quelquefois, après quoi, on se demande, bon, finalement, est-ce que j'aurais dû, tu sais, d'essayer de faire du neuf avec du vieux? Quelquefois, ça prend plus de temps. Mais moi, ce que je trouve surtout, c'est que des fois, c'est plus l'inspiration qu'on peut aller chercher dans certaines règles qui sont disponibles. Donc, oui, donc, ben oui, évidemment, c'est qu'on utilise. Puis je trouve que la philosophie derrière tout ça, de partager, on est toujours très ouvert derrière ça. Puis la communauté qu'on a un peu au niveau des conseillers pédagogiques à l'Université Laval, ben, tu sais, je pense qu'on a beaucoup de partage de ce côté-là. Mais c'est peut-être un peu méconnu, tu sais, si on sort un peu de notre contexte ici, un peu plus, donc de partager ça et tu sais, fait que je pense qu'il y a une petite méconnaissance, puis de savoir où chercher, tu sais, de C'est trouver les ça choses qui aussi. nous intéressent. Donc, je pense que ça se développe, on sent qu'il y a un élan de ce côté-là, mais fait que quelquefois, le temps qu'on doit investir à trouver, quelquefois, on va développer nous-mêmes. Euh, donc, Oui. Oui, puis je suis d'accord avec toi là-dessus, puis c'est pour ça qu'on travaille fort. Je pense que quand on est pionnier dans un domaine comme celui-là, ben il faut tu sais, déblayer le terrain, comme on dit, puis pour l'instant, les outils ne sont pas encore là pour nous aider à 100%, là, puis nous faciliter la tâche. Mais il faut commencer quelque part, puis plus qu'il va y avoir de gens qui vont s'y intéresser, plus qu'on va avoir d'infrastructures, je pense, et de soutien pour nous aider justement à ce qu'on sorte du temps tout le monde ensemble. Deuxième question pour toi. Peux-tu nous décrire approximativement le temps que tu as investi dans un projet comme celui de Marie-Claire, par exemple? Quel genre de tâches, dans le fond, t'ont occupé pour ce projet? Euh, ben, ça dépend évidemment de chacun des projets, là, Oui. de l'emploi de chacun des projets, d'où est-ce qu'on part, et ça peut être beaucoup de temps, évidemment, là, mais je pense qu'on est dans un moment où est-ce que là, ben, tu sais, on débute, tu sais, dans les règles. Ben, en tout cas, moi, j'ai pas, je prétends pas avoir d'expérience dans les règles depuis plusieurs années. Donc, il y a beaucoup d'apprentissage là-dedans aussi, là, tu sais, qui C'est finalement, ça. dans une deuxième version, tu sais, dans une deuxième année d'accompagnement de projet, je crois qu'il y aurait déjà du temps qui serait sauvé à ne pas réapprendre Pressbook et ne pas réapprendre un peu tous les enjeux par rapport aux licences. Donc, je pense qu'il y a un petit peu un investissement peut-être de temps au début là, d'apprentissage un peu plus général. Mais évidemment, des projets, c'est difficile de dire est-ce qu'un réel, les projets peuvent prendre beaucoup de temps. C'est beaucoup de rencontres, c'est beaucoup d'analyses. Donc, ça peut prendre énormément de temps, mais par contre, tu sais, peut-être juste de pointer un petit quelque chose qui, des fois, ne prend pas de temps puis qu'on ne se rend pas compte, c'est ce qu'on a vécu avec un projet, pas celui de Marie-Claire, mais un autre projet où est-ce que là, Mhm. pour développer un livre sur Pressbook, dans lequel il y a beaucoup d'images, beaucoup de graphiques, de tableaux, puis j'ai demandé conseil à mon graphiste dans mon équipe de nous donner quelques conseils par rapport à ces images-là. Et il a pris la commande très au sérieux parce que moi, je m'attendais à dans un courriel, quelques lignes de conseils, puis il nous a produit un document Word avec plusieurs pages et très descriptif avec des images. Et finalement, quand toi et Claude l'aviez vu, vous vous êtes dit, mais mon Dieu, on pourrait le partager à tout le monde, c'est trop bien fait. Et bon, finalement, on a mis une licence dessus, puis on l'a partagé comme une REL. C'est ça. Fait que ce que je veux dire par là, c'est que l'intention n'était pas au départ de créer une REL, mais l'outil qui était là en place, on s'est dit qu'elle pourrait être utilisée par d'autres personnes, puis finalement, ben, on en fait une REL. Donc, souvent, ben, il y a peut-être des choses qu'on produit
qui, quand on se dit que ça peut servir à d'autres, ben, sans investir plus de temps, ben, on contribue à cette, en Oui, tout cas, la bibliothèque des REL. ça peut être aussi simple que ça, hein. Tu sais, comme tu dis, il y a des projets qui demandent beaucoup de temps, puis d'autres, ben, aussi simple que, OK, ben, ce document-là, on y ajoute la licence et puis voilà, on avait notre réel tout simplement. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Mais sinon, Euh, oui, c'est quand même ça peut être beaucoup de temps. Donc, oui, ça il dépend faut vraiment pas des cas. sous-estimer. Ouais. Tout à fait. Et le temps investi dans le travail co-créatif maintenant, l'aspect de travailler en co-création avec d'autres parties prenantes, des étudiants, des professeurs, bibliothécaires, conseillers pédagogiques et tu as parlé de graphistes. Vraiment, est-ce que pour toi, c'est rentable? Et si oui ou non, pourquoi? Ben encore là, ça dépend. Chaque situation est différente, là. Tu sais, je crois que d'un côté, lorsque c'est co-créatif, il y a plusieurs personnes impliquées, c'est souvent beaucoup de rencontres, c'est souvent beaucoup de mise au point, de mise à jour. Puis ça peut quelquefois être très tu sais, énergivore en termes de temps, là. Ça peut demander énormément. Mais par contre, c'est stimulant, tu sais, de faire partie de l'équipe et de faire un projet en commun. Ben là, ça, c'est vrai que ça entraîne une dynamique que là, tu veux bien faire les choses, tu veux avancer ce que tu as avancé. Tu sais, il y a un côté motivant à faire de la co-création là, parce qu'on n'est pas seul en silo dans notre coin. Donc, de ce côté-là, je trouve que c'est rentable de ce point de vue-là, même si d'un autre point de vue, ça peut prendre beaucoup de temps. Puis je pense que de se dire qu'on crée quelque chose qui peut être réutilisé et vu par beaucoup, beaucoup de gens, ça aussi, ça amène quelque chose qui est motivant et qui est valorisant. Donc, mais pour répondre à ta question, le temps investi, ça peut être beaucoup. Il ne faut pas sous-estimer encore une fois là tout ce que ça peut demander, mais je pense que plus on se met à connaître l'univers des règles et les outils qui sont associés à ça, moins le temps va être, à investir va être grand, là. Ça Donc, demande une courbe d'apprentissage de départ, dans le fond, hein? C'est ça exact, ouais, ton c'est ce que point. je pense. Ouais, c'est ce que Oui, je pense. Puis plus il va y avoir de règles existantes, plus aussi on va, dans lesquelles on peut choisir. Tu sais, je pense que ça va être facilitant aussi. Mais on voit qu'on est dans les débuts, puis on voit qu'il y a une belle tendance qui se dessine. exactement. Un grand, grand merci, Jean-François. C'était très Ça, intéressant de t'entendre ça aussi. fait plaisir. Merci. Est-ce que vous auriez des questions? Claire et Jean-François. Alors, on peut prendre un petit 5 minutes pour prendre vos questions. Je regarde en même temps dans le clavardage, voir si... Ou commentaire. Ou commentaires, oui. Si vous avez envie de partager. Oui, Sarah Caroline, on vous écoute. Allô? Hey, merci tout le monde, c'était super intéressant. Moi, ça fait pas longtemps que j'ai découvert tout cet univers. Oui. Euh, qu'est-ce que est-ce que ça vous arrive souvent d'être confronté à des gens, dans le fond, qui veulent publier plus justement des livres, avoir comme éditer, avoir le côté plus payant? Tu sais, comment on peut les amener à essayer de valoriser plus la réelle que d'aller vers tout ce processus-là d'édition puis tout ça? Je trouve que vous avez quand même bien énoncé au niveau des valeurs de partage, tout ça, mais des fois, je trouve ça difficile d'argumenter pour amener un enseignant vraiment à avoir la plus-value, là. Comment vous y prenez quand ça vous arrive? Est-ce que Jean-François Maclair, vous voulez tenter une réponse? Moi, j'aurais des pistes, mais non. Moi, ce que j'aurais envie de dire à ça, c'est, bien, je prône beaucoup de respecter le rythme d'apprentissage de chaque humain, en fait. Pour moi, c'est vraiment important, cet aspect-là. Alors, souvent, je prends quelqu'un où il puis j'essaie de voir si je peux apporter mes savoirs. Donc, est-ce que la personne a des inquiétudes? C'est quoi ces inquiétudes? Est-ce que c'est des inquiétudes qui sont fondées? Est-ce que c'est juste des peurs, finalement, puis que je peux y apporter mes savoirs qui vont venir éteindre ces peurs? Donc, c'est vraiment en dialoguant avec la personne qu'on peut arriver à ou l'apprendre à son point A pour l'amener à son point B. Puis des fois, ben, la personne n'est juste pas prête. On a beau partager nos savoirs, mais elle n'est pas confortable, elle n'est pas rendue là, elle a besoin de temps.
Puis c'est correct aussi pour moi, c'est juste vraiment, des fois, la personne a besoin de temps aussi, elle va mijoter cette information-là, puis 6 mois plus tard, d'autres collègues vont lui en parler. Puis là, moi, je crois beaucoup à l'effet aussi de groupe, là, plus que de gens vont faire le passage, plus que ça va devenir une normalité, alors plus que ce changement-là va se faire facilement ensemble. Je ne sais pas si Claude, tu veux ajouter, ou Jean-François? Jean-François, ton... Ben, salut Sarah. Euh, Peut-être pour piste de réponse là, à ta Oui. question, un des arguments, je trouve, qui peut être intéressant, là, dans le cas où est-ce que je suis, c'est un manuel là, sur Pressbook, tu sais, de considérer que c'est dynamique, ton manuel là, qui est créé, ben, facilement, tu peux y rajouter des choses puis en faire une deuxième version sans. C'est pas comme si c'était un manuel papier, là, où est-ce que là, finalement, il faut que tu sais, republies ou refasses tout le processus. Là, c'est dynamique, c'est en ligne. Tu veux finalement rajouter des choses ou rajouter un chapitre ou modifier des choses, ben, ça peut se faire de façon relativement facilement. Fait que ça peut être quand même intéressant, je pense. Merci, Jean-François. Marianne? Bonjour, merci pour la présentation, puis merci aussi pour le partage, Jean-François et Marie-Claire. C'est super intéressant. J'ai apprécié la présentation aussi du début, puis c'est un petit préambule pour aussi ajouter un élément de réponse pour compléter là, la question de Sarah Caroline, qui moi aussi, je l'avais en tête. Nécessairement, moi, j'ai un dialogue avec les gens, pas tant convaincre, mais au moins que la personne prenne position en toute connaissance de cause. J'ai apprécié le tableau que Claude a présenté, où est-ce qu'il y a une colonne, où est-ce qu'on voit l'impact du temps, de l'argent. Puis je me disais, bon, il faudrait aussi rajouter des colonnes. Il y a l'argent, le temps, l'autonomie professionnelle, un choix de liberté. Ça aussi, ça a une valeur. Le mode de financement, quand on s'autoproduit versus on va vers un éditeur. La reconnaissance, vous l'avez abordé, mais il y a aussi la perception des pairs. On a une notoriété dans le libre. Mais moi, j'ai eu aussi des gens ici en fiscalité qui disaient, ben moi, j'ai besoin de passer par un éditeur, ça me donne la crédibilité auprès de mes collègues. Donc, ça aussi, ça fait partie d'un choix au final. Puis c'est important juste de prendre la décision en connaissance de cause. Puis après ça, ben, j'ai aimé aussi ce que Marie-Claire a mentionné, l'adéquation à ses valeurs, qui ça aussi a un poids dans une prise de décision. Donc, moi, ce que j'ai envie de faire, peut-être pour aider aussi une prise de décision éclairée, on n'est pas tant dans convaincre ou inciter, mais au moins inciter à une réflexion éclairée avec multicritères. Donc, je trouve ça intéressant. Moi, ce matin, ça m'a apporté ça là, comme réflexion, puis juste en complément d'information, puis tout ce que vous avez dit, j'y adhère, là, nécessairement. Merci beaucoup. Merci, Marianne. Oui, n'hésitez pas, hein, c'est notre humble perspective, là, puis toutes vos perspectives complémentaires sont bienvenues. Marie-Claire? Moi, je pense qu'il y a des éléments qu'il faudrait peut-être mettre dans la conversation parce que, vous savez, moi, j'ai le luxe d'être professeur de carrière titulaire au plus haut de l'échelle de mon université. Ce qui fait que, alors que tous les critères de promotion au niveau universitaire comme au niveau de la possibilité d'être subventionné sont fondés seulement sur les publications. Alors, Sarah Caroline, un des enjeux que vous allez avoir à confronter, c'est pour ça que j'ai dit qu'est-ce que je souhaitais dans l'avenir, c'est que au niveau de la diffusion des connaissances, il faut absolument que les organismes subventionnaires, je pense au Conseil de recherche en sciences humaines du Canada dans nos domaines, évidemment en sciences pures, c'est d'autres organismes. Je pense aussi au Fonds québécois, là, Culture et Société, de recherche Culture et Société. Il faut qu'eux incluent dans leurs critères pour l'obtention de subventions des REL. Parce que si ce n'est pas le cas, on ne sera pas capable d'aller là. Moi, je peux le faire parce que justement, je suis en fin de parcours. J'ai été extrêmement subventionnée, j'ai beaucoup de chance. Mais je sais fort bien que ce que je suis en train de faire nuit à ma capacité d'être subventionnée à long terme. C'est évident pour moi. Donc ça, il faut que vous en teniez compte parce que pour un professeur qui veut l'agrégation, qui est essentielle, sinon c'est fini la carrière d'un prof,
et la titularisation, c'est l'obtention de subventions, puis les publications dans les revues avec comité de lecture. Alors, il faut changer les critères de promotion, puis, tu sais, c'est difficile quand on n'est pas... c'est dur de comprendre que pour nous, les professeurs, l'enseignement ne compte pas. C'est terrible de dire ça, mais qu'est-ce que vous voulez? Au niveau universitaire, au Canada, l'enseignement ne compte pas. Exactement. C'est pas traité sur le Alors, même pied d'égalité. ça peut peut-être un peu te nuire, mais à peine, même si tu es un très, très, très mauvais professeur, ça ne changera rien. Si tu publies beaucoup, tu vas avoir toutes tes promotions. Alors, il faut que les règles, mais aussi, à mon avis, la recherche libre, hein, moi, je pense que c'est un tout, puis il faut arrêter de faire des... Puis il va falloir le faire parce que pour des jeunes professeurs, les règles, c'est pas réaliste, là, en ce moment. Alors, c'est pour ça que je pense qu'il faut travailler au niveau des politiques universitaires, il faut travailler au niveau des politiques publiques en matière de recherche. Puis, je suis d'accord, Marianne, moi c'est dans mes valeurs profondes, toute la question du fait que je suis subventionnée à la fois dans mon salaire comme dans mes subventions par, par des fonds publics. Mais actuellement, c'est pas ça qui compte. Alors, il va falloir travailler beaucoup, beaucoup dans ce sens-là. Puis moi, je lève la main là, si vous avez besoin de... Je vais travailler dans ce sens-là parce que je Mais pense que oui, c'est parce que fondamental. ça nous Mais on prend peut tous pas... les joueurs pour faire changer une culture. Alors, si on est deux personnes à le revendiquer, ce changement-là, ça ne poussera pas. Il faut que ça vienne aussi du personnel enseignant et professoral comme toi, Marie-Claire, effectivement. Puis on le voit dans les autres établissements qui sont plus avancés, que c'est un des moyens de C'est départ ça. qui vont faire vouloir changer tous Mais les... je vois que Claude a la main levée. Là. Oui, Je vais oui, simplement rajouter un élément. Quand oui. j'ai fait une demande de subvention au CRSH, j'ai fait une demande selon laquelle je voulais que ce soit par un wiki, que mes connaissances soient rendues disponibles. Or, lorsqu'on demande du financement pour avoir des plateformes informatiques, ils nous limitent à 7 000 $. Puis je leur disais, là, vous êtes en contradiction. Vous ne pouvez pas nous demander de diffuser de façon générale des connaissances, puis nous limiter de cette façon-là. Ça ne fonctionne pas. Là, je parle de 7 000 sur 150 000 $. Là. Mm. Alors, et là, je leur écrivais, je leur disais, écoutez, vous êtes en contradiction avec ce que vous voulez faire. Ben, c'est dans ce sens-là qu'il faut changer les politiques en Tout matière à de fait. promotion au niveau universitaire et en matière... Puis je trouve ça le fun de savoir qu'il y a des beaux modèles, peut-être la Colombie-Britannique, l'Ontario, Marie-Lou, parce que c'est peut-être de l'espoir, mais il faut absolument aller là pour aider les professeurs à aller vers ces ressources-là. Alors, je me tais. Oui. Merci beaucoup, Marie-Claire. Claude. Oui, en fait, moi, je voulais simplement répondre à la question de Mme Lucienne qui est dans le chat, Oui. savoir qu'est-ce que ça prend pour convertir les ressources existantes qui existaient déjà en REL. Mhm. Ben, écoutez, à la base, une REL, on appose une licence libre, puis le tour est joué. Ça a pris 30 secondes. J'exagère, là. C'est vraiment... vous avez compris par la présentation précédente qu'il y a une notion de qualité là-dedans. Il y a une question aussi, si on récupère du matériel, il faut s'assurer qu'on peut récupérer le matériel, si la licence est compatible avec celle qu'on veut apposer. Il y a toutes sortes de questions légales là-dedans. Mais à la base, c'est quand même une question justement légale. C'est une question de licence, hein, s'assurer qu'on appose une licence libre sur la ressource. Mais on a vu qu'effectivement, s'il y a un processus, si on respecte un processus, on va atteindre une bien meilleure qualité que si on l'avait fait simplement en récupérant quelques trucs sur le coin de la table, puis assembler ça rapidement. Donc, et puis là-dessus, j'en profite pour plugger, entre guillemets, là, la trousse d'outils qu'on a développée à la Fabrique REL, qui est, je vous ai présenté le parcours tout à l'heure, mais on a une trousse d'outils qui est liée à ce parcours-là, qui est accessible à tout le monde. Donc, ce sont des outils, justement, ce sont des REL elles-mêmes. Ces outils-là, ce sont des REL qui peuvent être utilisés par n'importe qui, peu importe s'ils ont un projet à la Fabrique REL ou pas, et puis qui permettent justement de guider la création de ressources. Et puis là, ben, vous commencez où vous voulez à l'intérieur du processus, réutiliser les outils que vous voulez. Donc, ça, ce sont des pistes là, pour
faciliter justement la réadaptation de ressources vers une REL ou la création de nouvelles REL. Claude, je vois que le temps file. On a une dernière question dans le clavardage. Où partagez-vous vos REL pour qu'elles soient visibles un maximum? Alors, on pourrait en parler longtemps de cette question-là. Claude, veux-tu te lancer ou Moi? Ah, je pensais que Jean-François? tu te ferais un plaisir de parler de ta nouvelle initiative, là, autant pour bon, la Fabrique REL, on a effectivement un problème de diffusion. Là, on n'a pas de plateforme, je l'ai dit tout à l'heure, provinciale pour déposer les ressources éducatives libres. Là. Il y a Pavillon Rennes qui est un site gouvernemental pavillonrennes.ca. On peut peut-être mettre la ressource, le lien dans le chat, qui répertorie des ressources, mais c'est une plateforme qui est encore en développement et ce n'est pas une plateforme de dépôt. Donc, il faut que ça soit déposé ailleurs. Donc, pour le moment, à la Fabrique REL, ce qu'on a fait, c'est jusqu'à date, on a déposé, il y a quelques universités qui ont des dépôts, l'Université de Sherbrooke, l'Université de Montréal. Il n'y en a pas de dépôt à l'Université Laval, malheureusement, pour les ressources éducatives libres. Actuellement, on a une nouvelle initiative cette année qui est de déposer sur une plateforme qui s'appelle Zenodo, qui est accessible à tous. On peut même peut-être partager le lien vers les ressources qui ont été déposées la communauté Zenodo de la Fabrique REL, Oui, Marie-Lou. je regarde ça, oui. Donc, c'est nouveau, c'est une initiative de la Fabrique REL. Je pense que Marie-Lou a aussi un projet de plateforme pour sur Zenodo pour les personnes conseillères pédagogiques et les bibliothécaires. Et elle a une présentation d'ailleurs dans le cadre de la semaine d'éducation ouverte le 27 mars. le 27 sur cette question-là. Autrement, ben, c'est ça, on n'a pas de solution unique et miracle pour le dépôt. Merci, Claude. Avant que je passe à la question de Sophie, parce que je vois qu'il est midi et une, puis je veux prendre le temps aussi de remercier Marie-Claire et Jean-François pour leur participation. Et question. Et pour ceux qui veulent continuer avec nous, moi, je suis là encore jusqu'à temps que d'autres veulent rester. Mais je voulais vous partager notre formulaire d'appréciation parce que ça va nous aider à améliorer nos activités pour l'an prochain, notre mois de l'éducation ouverte. Alors, si vous pouvez prendre un petit 5 minutes pour remplir le formulaire, ça serait très apprécié. Donc, ceux qui ne peuvent pas rester, ben, un grand merci d'avoir été présents. Puis sinon, ben, je suis très contente d'entendre la question de Sophie. Moi, je voulais vous remercier parce que vous avez vraiment mis l'accent sur le nerf de la guerre, le temps et l'argent. Donc, en formation, c'est vraiment les deux premières questions qu'on nous pose. Et donc, j'apprécie beaucoup toutes les informations qu'on a reçues. Donc, merci. Merci, Merci Sophie, pour c'est ça. gentil. En tout cas, ces questionnements sont partagés par les collègues de lycée Louvain également. Oui, hein? Je vais vous mettre la plateforme institutionnelle OR de lycée Louvain. Donc, nous avons une plateforme institutionnelle pour la publication d'OR. Je vais vous mettre le lien tout de suite dans le chat Merci. également. En tout cas, merci, un grand merci. Ouais, je ne sais pas pourquoi le lien ne marche pas. Claude a Je l'ai repartagé le remis. lien. On peut mettre Merci. aussi peut-être la conclusion. On a parlé de plusieurs idées plusieurs idées de notre conclusion avaient déjà été évoquées, mais bon, ça peut faire une petite Je vais- finale. Ah, en fait, la question, c'est ça. Tout le monde a dit il y a personne, je l'avais souligné au début, personne n'a dit qu'il y avait trop de temps. Alors, pour en gagner, si on va faire des ressources éducatives libres, bon, alors faire affaire avec des bibliothécaires comme Marie-Lou, comme il y en avait quelques qui tiennent ça, qui est encore là, que je connais, il y en avait quelques autres tout à l'heure avec nous, alors qui connaissent la façon de rechercher justement des ressources, qui vont vous aider à trouver des ressources à réutiliser. On a parlé de l'importance, on vient d'en parler, là, d'investir dans les structures, les infrastructures de centralisation pour pouvoir déposer nos ressources, comme celles qu'on développe et celles qu'on veut trouver. Il y a des solutions là, du côté, des pistes du côté de l'intégration dans nos environnements numériques d'apprentissage. À Laval, vous savez, il y a eu un développement il y a quelques années pour faire le pont avec la bibliothèque. Ben, peut-être qu'un jour, on pourrait faire le pont avec les banques, les ressources qu'on aura développées
certaines banques de ressources provinciales vers notre environnement numérique d'apprentissage. D'ailleurs, l'initiative existe du côté de Moodle. Ça s'appelle MoodleNet, où on peut déposer des ressources éducatives libres et c'est accessible à tous les gens qui ont Moodle. C'est un genre de plugin, si on veut. C'est pas installé partout, mais Moodle étant tellement commun dans beaucoup d'établissements, c'est une option intéressante. Puis bon, on peut s'attendre à une évaluation rapide des outils d'indexation et de recherche dans les prochaines années. Il y a vraiment une préoccupation très importante de ce côté-là. Faire aussi affaire avec des personnes conseillères pédagogiques telles Jean-François, qui nous a témoigné aujourd'hui. Je pense qu'il y a une bonne équipe. Là, on nous a parlé du climat qui régnait dans l'équipe. Et puis, personnes conseillères pédagogiques qui peuvent apporter vraiment, je disais tout à l'heure, c'est une formation accélérée en pédagogie qui peuvent améliorer grandement la qualité. Selon moi, j'en suis un. Et puis, peut-être que l'intelligence artificielle va nous aider aussi. On compte là-dessus. On a des espérances là, pour traduire des ressources de l'anglais. Il y en a beaucoup en anglais, moins en français. Pour adapter le contenu aussi, bien sûr, il y a des aspects culturels à prendre en compte que l'intelligence artificielle n'arrive pas à traduire, là, à adapter, mais il faut faire des choses manuellement. Mais ça peut accélérer les choses. Puis la génération de texte ou d'images aussi. Bien sûr, on sait, il y a des aspects éthiques à prendre en compte. Et finalement, bon, on l'a vu, c'est pas la seule question à prendre, à considérer lorsqu'on considère l'élaboration des ressources. Qui en bénéficie? Combien de personnes vont en bénéficier? Est-ce que c'est juste les gens qui vont l'acheter ou les gens qui vont... ça va jusqu'à, on avait à la Fabrique Rel des gens qui se préoccupent beaucoup de la situation des pays de développement. Et il y a une personne porteuse de projet qui nous a dit exactement ça il y a 2 jours. Savoir que ce qui l'a fait allumer pour développer une REL, c'est une visite en Afrique où il constatait l'absence de ressources. Alors, ça peut être aussi une bonne motivation pour développer une REL. La question de l'accessibilité, on a parlé, l'accessibilité au savoir, l'accessibilité aussi en termes de, bon, on pense aux personnes en situation de handicap. C'est aussi une question importante d'adapter notre matériel. Et puis, la question de la qualité, j'en ai parlé pendant une couple de minutes. Et la question des valeurs profondes, hein, les objectifs de développement durable. Finalement, la reconnaissance de la Ligue professionnelle, dont ce sont toutes des questions qu'on a abordées d'une façon ou d'une autre aujourd'hui. Et puis, on peut dire que, bon, au final, plus de gens plus de gens en mangent. Plus de gens font, plus de gens mangent. Plus de gens feront des règles, plus il y aura de services de soutien qui nous permettront à tous de gagner du temps. On est en train de structurer des services de soutien tant à l'Université Laval, à l'Université de Sherbrooke. Marianne est une conseillère CEP à l'Université de Sherbrooke à propos des REL. C'est des choses qui sont en train de se développer, de genre de postes qui sont en train de se développer. Marie-Lou est à l'éducation ouverte à Laval. Et on va venir qu'à développer nos expertises. C'est un peu aussi le but de la Fabrique REL, là, lorsqu'on crée des équipes, des binômes dans les différents établissements qui travaillent avec nous à la Fabrique REL. Alors, ben voilà. Oui, merci Claude. Je lisais les commentaires dans le clavardage. Il y a Julie qui dit attention avec l'IA quand on dépose dans ses ressources du matériel protégé par le droit d'auteur. Je suis tout à fait d'accord. Il faut avoir un regard éthique envers l'IA. C'est un gros dossier qui nous est arrivé, puis il faut prendre le temps d'avoir un pas de recul avec ce que nous propose l'IA. Mais je pense qu'éventuellement, ça va finir par s'encadrer d'une manière plus éthique et légale aussi pour ce qui est de l'IA. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires en terminant? Je pense qu'on va... Oui, Marie-Claire? Ben, moi, il y avait 2 choses. Julie, je pense que si je ne me trompe pas, c'est la même Julie avec qui on a la chance de travailler là, au Bureau des droits d'auteur. Puis je ne peux pas assez insister sur... Oui, alors je suis contente de vous revoir, Julie. Merci encore pour toute votre collaboration. Mais ce serait important d'inclure... Nous, on a la chance là, d'avoir un bureau à la Bibliothèque du droit d'auteur. Puis c'est une équipe qui est extrêmement performante, mais ils peuvent vraiment nous aider à avancer. Puis je voulais répondre à la question de Marianne. Peut-être je ne sais pas, Marianne, vous m'aviez demandé c'est quoi mon projet. Je l'ai présenté peut-être un peu rapidement au début. Moi, je travaille sur les modes d'intervention en situation de conflit, soit l'accès à la justice, on appelle ça la justice participative, puis la justice réparatrice, la médiation. Alors, j'essaie de faire connaître différents processus aux citoyens et citoyennes, aux intervenants, pour aider les gens à prendre les bonnes décisions sur quel processus utiliser pour résoudre leurs conflits, en croyant profondément que les gens peuvent trouver des solutions à leurs propres problèmes.
Alors, je suis médiatrice depuis 22 ans, puis j'essaie de marier la théorie à la pratique. Puis je trouve que les juristes ont la tendance à aller vers des mises en demeure puis des processus très contradictoires. Puis moi, j'essaie de faire la promotion de d'autres façons de trouver des solutions à des problèmes. Alors, c'est dans cet univers-là que je travaille. J'ai la chance de travailler avec Marie-Lou, Jean-François, Julie, puis Mélanie, puis d'autres personnes. Alors, moi, je me trouve extrêmement bien entourée. Je suis vraiment privilégiée. Merci, Marie-Claire. Alors, je crois que ça complète. Ça a été riche, vraiment, comme échange. J'ai vraiment adoré, en tout cas, de pouvoir partager avec vous sur ce thème-là qui était, je pense, je trouvais inspirant pour moi. Puis, je pense que ça vous a peut-être rejoint aussi, en espérant. Donc, Marianne, OK, pour le lien, on vous en... Ah, le lien Le que lien ne j'avais fonctionne partagé pas? ne fonctionnait pas? Ah, curieux. Mais pas OK. pour moi, peut-être pour les autres, là. Oui. À voir. Sinon, peut-être le support de présentation, peut-être qu'on pourrait le rattacher au Geniali ou est-ce que le calendrier ou peut-être par C'est ça. courriel. Voir. On pourra le partager d'une autre façon. De toute manière, on prévoit le déposer dans Zenodo éventuellement. C'est juste qu'on n'était pas prêt à le déposer tout de suite. Alors, Mhm. ça ne devrait pas tarder pour que ça soit accessible. Alors, un grand merci à tous. Bon dîner, bon midi. Merci. Merci tout le Merci. monde. Au revoir. Au revoir. Merci. Super, alors, I should want to stop recording the cloud.